l'argent privé en faisant appel à la générosité publique des souscriptions. Et on appelle ça le mécénat populaire, parce qu'on considère que celui qui donne 2 €, il est mécène, d'une certaine façon, comme celui qui en a donné 5 000 ou 10 000 ou 100 000, il est à la hauteur de ses moyens et de ses convictions, il est mécène de ce qu'il a, le bâtiment pour lequel il a donné un peu d'argent. Deuxième étage, c'est une subvention, parce que la Fondation a la capacité d'abonder ce mécénat, je vais venir en détail. Et puis ensuite, troisième étage, c'est du mécénat d'entreprise. Et l'histoire classique, la belle histoire, c'est la combinaison de ces trois moyens. Je vous donnerai plusieurs exemples dans un moment. Mais voyons quelques détails sur le label. Ne lisez pas tout, mais c'est simplement pour vous montrer que ceci est parfaitement réglementé. La Fondation peut délivrer un label à un propriétaire privé d'un bien immobilier qui a une valeur historique, qui est une valeur patrimoniale, à la condition qu'il soit, et c'est une condition intangible, c'est la deuxième ligne, visible de la voie publique. Si vous êtes au milieu d'un bois, eh bien, vous ne pouvez pas être éligible à ce label. C'est la trace de cette idée d'édifice public, de valeur publique. Le seul fait d'être vu. On a quelques exemples assez drôles de bâtiments qui ne sont visibles que d'un canal. Mais c'est une voie publique, un canal, donc ils sont éligibles. Ou bien visibles qu'en certaines saisons, lorsque les arbres perdent leurs feuilles. Alors on s'arrange pour que l'inspecteur, que l'architecte des bâtiments de France vienne en hiver où il n'y a plus de feuilles, et puis le platane n'a plus de feuilles. Donc c'est un point intangible, non protégé, visite à la public. Et le reste, c'est un petit peu des modalités, et ça conduit à une défiscalisation au minimum de 50%. Et ça peut aller jusqu'à 100% si le bâtiment a reçu par ailleurs une subvention, s'il a été reconnu d'un intérêt particulier qui a fait qu'il y a une contribution publique, eh bien, on peut aller jusqu'à 100% de la défiscalisation. Donc c'est un puissant levier qui est vraiment une incitation importante. Alors on peut dire que ça n'est pas de l'argent, mais ça revient à de l'argent public, puisque c'est une dépense fiscale. Finalement, c'est l'État qui se prive d'une recette fiscale au bénéfice de la restauration de bâtiments. La Fondation délivre environ 2000 labels par an pour des bâtiments, un petit peu, c'est la première image que je vous montrais tout à l'heure, tous ces bâtiments ont reçu un label de la Fondation du patrimoine, donc le petit chalet, le pigeonnier normand, le moulin du bonheur, cette gazelle de l'Aubrac, vous avez déjà vu cette image. Le système de cours, juste pour vous montrer quelle activité ça représente, c'est à peu près 1000 par an, j'ai dit 2000, pardonnez-moi, c'est 1000 par an, 1100, 1031, depuis quelques années, depuis 2005. C'est donc un dispositif assez restreint. Vous vous souvenez, il y a 500 000 édifices, alors il y en a peut-être la moitié qui sont des édifices éligibles, ou un petit peu moins, mais il y a encore beaucoup de temps à passer, beaucoup de travail. C'est un dispositif qui n'est pas destiné à devenir beaucoup plus ouvert, mais depuis l'origine des temps, depuis l'an 2000, la Fondation en a livré à peu près 12 000, un petit peu plus à ce jour. Dans ces dernières années, pour chiffrer les choses plus précisément, alors fiscaux et non fiscaux, c'est une petite incidente. Pour être défiscalisé, pour faire une déduction d'impôt, encore faut-il payer de l'impôt. Et il y a des gens qui ont des bâtiments importants et qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ne payent pas d'impôt. Donc pour cela, il y a un label dit non fiscal qui revient à une subvention. C'est un complément du dispositif, c'est une modalité particulière qui nous crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôt avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de systèmes, et qui sont finalement très riches et qui ont épuisé, qui ont très savamment utilisé toutes les méthodes et qui en fait ne sont pas vraiment ceux auxquels on devrait s'adresser. Lorsqu'on remet ces labels, on donne toujours un peu de solennité. Il est très fréquent, je fais ça quasiment une fois par mois, ça se passe souvent au conseil général ou bien dans une mairie, on remet solennellement une plaque avec les 4 vis pour la mettre au mur, et les propriétaires privés sont en général très contents de recevoir cette plaque, ils la placent devant leur maison. On fait venir dans ces petites manifestations les entreprises qui ont fait le travail,
les maçons, les métiers d'art qui ont fait le boulot, et de façon à ce qu'ils fassent connaître de cette façon le fait qu'ils ont travaillé, qu'ils ont une capacité. Et c'est toujours une petite fête lorsque on remet une dizaine, une vingtaine de labels dans une région. C'était donc l'outil destiné aux propriétaires privés. Maintenant, voyons les propriétaires publics. Les propriétaires publics, c'est les communes, les comités de communes, les associations. Le premier outil pour les aider, c'est de leur trouver de l'argent. Le seul outil, c'est de leur trouver de l'argent. Comment leur trouver de l'argent? Eh bien, la première source, c'est de faire appel à la générosité publique. Les souscriptions, c'est pas nouveau les souscriptions. Il y a dans Paris et toutes les villes de France, il y a des monuments, tous les villages aussi, qui ont été faits grâce à des souscriptions. Mais la Fondation a revisité le dispositif des souscriptions en le focalisant sur le bâtiment de voisinage. C'est-à-dire que la Fondation fait appel aux habitants, aux communautés qui vivent très près du bâtiment considéré. Le pont sur lequel ils passent tous les jours, l'église dans laquelle ils sont peut-être ils ont été baptisés, ou ils se sont mariés, ou ils ont jamais remis les pieds, mais elle fait partie de leur environnement. Donc ce sont à chaque fois, le dessin d'un périmètre très petit, où on fait appel à la population qui l'encourage, qui l'environne, pour restaurer un bâtiment dont un programme de travaux a été publié, affiché, distribué. Ce n'est pas un don pour le patrimoine, c'est un don pour le toit d'église, pour le pont romain, pour le moulin du voisinage ou pour le lavoir. Et on observe que, présenté comme ça, la réponse est au rendez-vous. Nous sommes tous concernés par cet édifice qui est à côté de chez nous. Et lorsqu'on nous demande, eh bien, on donne, encore une fois, à hauteur de ses moyens, à hauteur de ses convictions. Et dès lors qu'on donne, on est un mécène. Donc cette idée de don affecté est dans la proximité. Et puis la Fondation assure la transparence et la traçabilité du dispositif. Dans l'année 2013, la Fondation a lancé 800 nouvelles souscriptions. C'est donc toute une machine de guerre, parce qu'il faut définir l'environnement. Donc chronologiquement, les choses se passent de la façon suivante. C'est en fait le porteur de projet, c'est-à-dire le maire en général, qui vient nous voir en disant, voilà, je vais réparer le moulin ou le toit de l'église. C'est souvent le toit de l'église. C'est très souvent le toit de l'église. Ou le clocher. Et j'ai pas assez d'argent pour le faire, dit-il. Donc, on définit le périmètre où on va organiser une souscription. C'est le délégué départemental qui est l'animateur de ça. Et il connaît les acteurs, il connaît les associations, il sait sur quel terrain ça se passe, dans quel environnement, avec quelle population. Et il organise cette souscription. La collecte de l'argent se fait, et puis elle est rétrocédée, elle est transférée, elle est donnée au porteur de projet. Et à ce moment-là, vous verrez, aussi tout après, arrive le deuxième outil. Mais avant ça, vous voyez, en 2013, 800 souscriptions, en 2014, un petit infléchissement. Pour vous dire que la crise arrive quand même. On était un petit peu étonnés à la Fondation de ne pas voir d'impact de la crise économique depuis plusieurs années. Et maintenant, là, cette année-ci, pour la première fois, 2014, il y a un infléchissement. Seulement 685, c'est déjà énorme. Et ces souscriptions pour des petits bâtiments, cette halle, j'ai oublié le nom du village d'ailleurs, je l'ai perdu, ou bien ce petit beffroi, mais aussi parfois, et c'est tout à fait exceptionnel, des bâtiments emblématiques. Il se trouve que la Croix de Lorraine était en mauvais état, elle a connu une construction un peu insuffisante, et toutes les plaques qui sont dans les parties inférieures, eh bien, se décollaient. Donc il y a eu une souscription nationale pour la Croix de Lorraine, et comme tous les Français sont un peu gaullistes, eh bien cette souscription a collecté plus d'argent qu'il en fallait pour faire les travaux. C'est tout à fait exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Le dispositif est en place depuis l'an 2000 environ, et je mets ce schéma parce que, vous voyez, et puis le suivant d'ailleurs qui comporte une autre ligne, il y a eu dans les années 2000-2011, début de la crise, une croissance inattendue de ce dispositif. Inattendue. 2009, 2010, 2011, c'est le début de la crise économique. Eh bien, le nombre de souscriptions que l'on nous conduisait à faire, parce qu'en fait la Fondation ne fait que répondre à une demande, mais c'est celle de croître 600, 700, 800, et en 2008 c'était 400. Donc il y a eu quelque chose d'inattendu et que l'on s'explique, je ne suis pas sociologue mais j'aimerais bien l'être,
par le fait qu'en période de crise, eh bien, on se retourne un peu vers le passé, on se retourne un peu vers le bâti, on se retourne un peu vers l'histoire, vers ce qui est les racines. Et ce goût, tant qu'il devient presque un engouement pour le patrimoine bâti, il est accentué par l'effet de crise. Et puis une stabilité, et là pour la première fois en 2014, une petite inflexion. Et vous voyez que la contribution est considérable, puisque la somme de la collecte pour tous les bâtiments pour lesquels on a fait les souscriptions atteint 10 millions d'euros, presque 11. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et c'est de l'argent qui est bien sûr aussitôt donné aux porteurs de projets, et ça allège un petit peu son enveloppe. Le maire qui avait son clocher, là il a déjà 15 ou 20% qui arrivent comme ça. Et deuxième outil, celui de la fondation, j'y viens aussitôt après, alors celui-là, qui consiste à abonder. Dès lors qu'une souscription atteint 5% du prix du montant des travaux, eh bien, la fondation ajoute 1 pour 2. Lorsqu'il y a 2 euros collectés, la fondation en met 1. Donc il y a un effet de cliquet très important, un levier très important qui conduit finalement à ce que l'enveloppe restant à la charge du porteur de projet s'allège 2 fois, et puis une troisième fois. Une troisième fois en faisant appel aux entreprises de proximité. On fait appel au mécénat. D'abord au mécénat national, aux grandes entreprises, et puis ensuite, et de plus en plus, aux entreprises de proximité. Je vais y venir. Mais comment fait-on pour s'adresser au mécénat? Le mécénat, c'est le grand mystère, c'est la grande magie. Tout le monde pense que les mécènes, comme ça, pour m'être trouvé, comme je vous l'ai dit, de l'autre côté du miroir pendant de nombreuses années, je sais bien que les grandes entreprises sont sollicitées tous les jours pour toutes sortes de choses et disent beaucoup plus souvent non que oui. Mais parfois elles disent oui. Elles disent oui quand on leur montre où est leur intérêt, où sont les contreparties. Eh bien, le patrimoine bâti, c'est un terrain d'entente. C'est un sujet, c'est un lieu autour duquel on se met d'accord facilement. Dans le conseil municipal, on se déchire pour la cantine, pour l'école, pour le rond-point. Encore que le rond-point, on ne se déchire pas, on en fait beaucoup. Mais on se met d'accord sur le toit d'église. Le patrimoine bâti de proximité, c'est un terrain d'entente. Donc une entreprise trouve son avantage à s'associer à un sujet qui est un terrain d'entente, un lieu de consensus. Donc c'est la première ligne. On soutient, c'est un peu notre argumentaire quand on va avoir une nouvelle entreprise. Là, on est dans un domaine, on est dans un sujet qui est un sujet consensuel. C'est un lieu où on se met d'accord. Donc vous allez participer à quelque chose de consensuel. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de conflit, ou très peu. Ensuite, restaurer le patrimoine bâti, ça procède du développement durable. C'est toujours beaucoup mieux de restaurer l'existant plutôt que de démolir et de reconstruire. Ensuite, dans votre entreprise, dit-on au chef d'entreprise, vous allez faire valoir ça auprès de votre personnel. Parce que finalement, autour de ce pont romain, de ce moulin ou de cette église, il y a vos salariés, il y a vos fournisseurs et vos clients. Donc quand ils sauront que vous vous intéressez, que vous avez contribué à la restauration du toit d'église, ils auront peut-être plutôt chez vous chercher le service qu'un d'autre peut fournir, mais vous avez une façon comme ça de participer à la vie locale et de vous faire des amis ou des alliés dans les parties prenantes, à la mairie, au conseil général, c'est jamais indifférent. Le jour où vous avez besoin d'un permis de construire pour étendre votre usine ou pour avoir un raccordement ferroviaire ou je ne sais, eh bien là vous avez des interlocuteurs que vous avez rencontrés à l'occasion d'un moment d'entente et de consensus. Et puis les deux derniers éléments, la Fondation assure la transparence complète du dispositif, et puis n'oubliez pas, dit-on finalement, et ça emporte le morceau de temps en temps, n'oubliez pas que la loi française est favorable, c'est un élément majeur, il y a une défiscalisation des dons. 60% des dons peuvent être défiscalisés de l'impôt IRPP, l'impôt sur le revenu, 75% pour ceux qui sont assujettis à l'ISF, et puis 66% pour les entreprises. Donc lorsque on donne 100, eh bien en fait, là aussi, on ne donne que 40 dans un cas, ou 25, c'est l'État d'une certaine façon qui donne le reste en renonçant à une recette fiscale. Donc très souvent on dit il n'y a pas d'argent et l'État n'intervient pas, il intervient au travers de ce dispositif fiscal qui en France est très favorable. Alors un dispositif fiscal favorable, c'est un peu étrange. Et on se dit tous les jours que ça va peut-être changer. Il ne manque pas de gens très compétents qui sont à Bercy ou dans les
dans les services de l'État qui ont repéré ces dispositifs et qui se disent, ma foi, pourquoi est-ce qu'on ne les supprimerait pas? Autant d'économies. Alors là, on a deux arguments. Et quand on a dit ces deux choses, on n'a plus rien à dire. La première chose, c'est que restaurer du bâtiment, ça fait travailler les entreprises, ça crée de l'emploi, ça alimente une activité économique en soi. Et puis le bâtiment restauré, il participe à la vie, à l'attractivité du territoire. Et le deuxième argument, c'est-à-dire que ce sont des petits montants finalement, mais c'est un mauvais argument parce que celui auquel on dit c'est des petits montants, il peut dire ah, comme c'est petit, on peut le supprimer. Et nous on dit comme c'est petit, gardons-le, ça n'a pas beaucoup de. C'est pas un argumentaire. Voilà un argumentaire qui convainc un certain nombre d'entreprises, et je vous en donne quelques exemples. Des grandes, vous n'êtes pas étonné que Total en soit une, puisque j'y ai passé une partie de ma vie. Et Total participe à un insecte, c'est le premier mécène de la Fédération, à des gros projets. À ce jour, on en est à 150, là, ce document est un petit peu ancien. Dans l'année 2013, 20 projets, dans l'année 2014, 12 projets. On en est à 160 projets depuis 10 ans qu'il y a une contribution de Total pour le patrimoine bâti qui est proche de ces établissements industriels. Et ça, c'est le droit du mécène de donner quelques indications. On doit accepter que le mécène ait des contreparties, c'est-à-dire réglementées, et la contrepartie totale, c'est que ce soit dans son champ, pas trop loin, à proximité de ces établissements industriels. Un autre mécène est un fabricant d'huile, Motul. En réalité, ne fabrique pas les huiles, c'est le pétrolier qui les fabrique, mais Motul fait des mélanges pour des huiles de compétition, de moteurs de compétition. Et donc Motul s'intéresse à la conservation de véhicules anciens. Et depuis 2007, on participe avec ce mécénat à la restauration d'édifices mobiliers. Tout ça c'est mobile, c'est automobile. Et la semaine dernière, il y avait à Paris le salon Rétromobile. On a délivré un prix à un propriétaire privé qui restaure une Peugeot 216, je crois. Et ça peut aller jusqu'à une locomotive, la fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, 241, c'est ça, qui est au Havre. Je reviendrai sur cette dernière image-là. On ne voit pas la tête de Gérard Larousse, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc du patrimoine qui est dans le champ de cette entreprise. Les voitures, c'est son champ, c'est son terrain. Parmi ses clients, il y a les collectionneurs. Et la seule condition qui a apporté ce mécène, c'est que ces véhicules soient exposés dans les musées. La Simca, la ronde, la P60, là, elle est à Mulhouse. Et la Porsche 117, elle est au musée du Mans. Et la Georges Girac, elle est au musée de Rochetaillé, à côté de lui. Un autre volet du mécénat, je vous le dis, donc ça c'était des grandes entreprises, il y en a quelques autres, je vous les épargne, mais il y a L'Oréal, il y a Michelin, il y a quelques banques, les banques, le Crédit Agricole, le Crédit Coopératif, les banques coopératives, l'économie sociale et solidaire, les banques coopératives, la BPCE, Caisse d'épargne. Et aussi, et se développe de plus en plus, je le mentionnais tout à l'heure, les entreprises de proximité. Quand on pense au mécénat, on pense aux grandes entreprises. Mais les petites ou moyennes ont à leur tour maintenant le besoin de participer à la vie locale. Et même l'obligation, c'est la loi. Alors très souvent, les petites boîtes, on a quoi? Elles commencent par financer l'équipe de foot. Puis l'équipe de foot, elle se fait battre, donc ça lui fait plutôt une contre-pub. Et là encore, on en vient à l'idée que le mécénat de proximité est un lieu de consensus, un lieu d'entente. Et encore une fois, le personnel de la petite entreprise ou les clients qui savent qu'elle consacre un peu d'argent à un édifice de proximité, la regardent un peu différemment. Donc nous, ce que l'on fait, on réunit des PME, parce que toute seule, elle ne dirait pas toute seule. Toute seule, elle dirait c'est un peu dangereux, c'est un peu incertain, on ne sait pas trop où on met les pieds. Et donc on organise des clubs régionaux. On regroupe ces petites entreprises par 10, par 15 ou par 20. Et de cette façon, avec des petits montants, c'est de l'ordre de 5 000 € par an ou 10 000 dans le meilleur des cas, elles participent à des actions qui leur donnent une notoriété, une visibilité, une contribution à la vie locale
et ils y trouvent leur compte. Ce mécénat de petites entreprises compense progressivement la réduction du mécénat de grandes entreprises. Alors, le mécénat de grandes entreprises, on dit souvent qu'il réduit la toile. C'est un petit peu vrai, mais pas tout à fait vrai. Ce qu'il fait plutôt, ce que font les grandes entreprises, c'est de transférer leur mécénat de la culture vers le social ou l'humanitaire, qui est plus facile à faire connaître, à valoriser, qui est plus facile à communiquer. Et la culture fait un peu les frais de ce transfert de ressources, de moyens. Enfin, je suis presque au bout de ma présentation, rassurez-vous. On a, à côté de ces outils, la Fondation alimente quatre fonds thématiques au bénéfice de l'insertion, de la formation et de la transmission des métiers. C'est-à-dire que l'on consacre une enveloppe particulière pour, en plus des outils que je viens d'indiquer, abonder des projets dans lesquels il y a intervention d'une entreprise d'insertion. Il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui peuvent accueillir des gens en insertion ou des gens sous main de justice. Pour la transmission des métiers, on observe tellement souvent que les artisans ne parviennent pas à transférer leur savoir parce qu'ils n'ont même pas le moyen de payer un compagnon pour lui transférer leur savoir-faire. Pour le patrimoine naturel, et puis on a une enveloppe particulière pour le patrimoine juif et protestant, parce que l'essentiel, je vous disais tout à l'heure, du bâti français est cultuel, et très souvent essentiellement catholique. Donc on était, il y a quelques années, un peu soupçonné, un peu taxé d'un parti pris, ce qui n'est pas le cas en réalité, on répond à une demande, mais pour éviter cette observation, pour la contourner, pour la différer, on a constitué une enveloppe particulière pour le patrimoine juif et protestant,